Pauline et Isère, bonjour. 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 Alors, la distribution, l'exploitation, la programmation, le développement, la production, le cinéma fonctionne à travers plusieurs secteurs qui sont parfois assez difficiles à bien comprendre. Et il est donc difficile d'en mesurer l'importance et la nécessité pour que vivent les salles de cinéma et les films. Et ce sont via ces secteurs communiquant entre eux que l'industrie prend vie concrètement et arrive à s'organiser. Mais comment tout ça fonctionne? Pourquoi il y a depuis quelques années aussi des inquiétudes vis-à-vis de certaines décisions politiques? Quel rôle ces secteurs ont dans la vie des films concrètement? Et ben, on va discuter de tout ça avec deux invités aujourd'hui que j'ai le plaisir de recevoir. Donc Pauline Ginaud, la déléguée générale de l'ACID, l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, et Idir Servine, qui est cinéaste et programmateur de cette même association. Donc bonjour, merci beaucoup Bonjour. d'avoir accepté mon invitation. Yes. Alors j'aimerais commencer mon entretien par une question qui est assez générale. C'est en quoi consiste en fait l'ACID, son travail au sein des secteurs que j'ai pu citer. Comment vous pourriez les définir aussi pour essayer de bien comprendre l'enjeu de cette association? Et pour faire simple, justement, comment tout ça, ça fonctionne? Donc l'asso, elle a un peu plus de 30 ans maintenant, 33 ans, si je dis pas de bêtises. Et donc l'association, en fait, elle a été créée dans le but, par des cinéastes, c'est important de le rappeler, dans le but de montrer des films qui ne se montrent plus à l'époque, enfin il y a plus d'une trentaine d'années, qui se montrent plus dans des petites et dans les moyennes villes. Le travail qui était fait à l'époque, c'était à l'époque, il faut se rappeler que les films, c'était des copies en pellicule, et donc les gens allaient en voiture montrer les films un peu partout en France. L'association a ensuite créé une présence à Cannes, notre programmation, la programmation cannoise de l'ACID. Et tout le travail de l'association depuis donc une trentaine d'années, c'est de montrer les films partout, de créer des événements, de travailler avec un réseau de salles, et de montrer les films et aussi de montrer les cinéastes. C'est-à-dire les cinéastes déplacent dans les villes pour engager des discussions, des débats avec les spectateurs et les spectatrices, qui est pour nous notre cœur de métier. En tout cas, ça, c'est le cœur de l'activité de l'association. Après, il y a d'autres champs sur lesquels Pauline développera, qui sont des champs politiques, des champs de réflexion sur qu'est-ce que la distribution, la production, etc. Non, mais en complément, c'est vrai que notre cœur de métier, c'est de montrer des films. C'est donc avec cet endroit très spécifique que l'ACID, c'est un des seuls endroits en France où ce sont des cinéastes qui regardent les films d'autres cinéastes. Donc vraiment, c'est ce qui est à l'origine de cette association. Et en fait, ça, on ne l'a jamais perdu de vue. Ça s'est diversifié, on travaille différemment. Tout ça s'incarne avec beaucoup de dispositifs. Maintenant, vraiment, ça a évidemment énormément grossi. Mais cette idée de cinéastes qui voient les films d'autres cinéastes pour les montrer au public, permettre à chacun d'y avoir accès, c'est ce qui est au cœur de l'association depuis plus de 33 ans et qu'on n'a jamais perdu de vue. Effectivement, tu parles du début, mais en fait, pour le dire concrètement, c'est Robert Guédiguian, Lucas Belvaux, Jeanne Bruns, Jean-Louis Gonnet, Alain Raoult, ces cinéastes-là qui, depuis, ont fait du choix, qui à l'époque mettent des copies 35 et qui décident, dans un petit van, de faire le tour de France. La question des territoires, elle est à la clé de l'ACID, elle est tour centrale, plus aujourd'hui encore plus qu'il y a 33 ans au premier tir. C'est-à-dire que une des choses qui est à l'origine de l'ACID, vraiment, c'est le fait de ne pas préjuger du regard des autres. C'est le fait de se dire que ce n'est pas parce que quelqu'un, un spectateur potentiel, habite pas dans un centre-ville, pas à Paris, Paris extramuros, quel que soit l'endroit en gros où les gens habitent, ils devraient avoir un accès similaire au film. Et qu'il ne faut pas préjuger de ce que les gens peuvent aimer ou pas aimer, en fait, à partir de leur origine géographique, on va dire. La question d'égalité sur les territoires, elle est vraiment la clé de tout. C'est aussi le terreau de toutes les inégalités. On le sait, en France, à partir de la question des territoires, naissent beaucoup d'autres inégalités. Et du coup, nous, vraiment, à l'ACID, à notre endroit, on essaye vraiment de permettre à chacun d'avoir accès à tous les films, de tout le monde, sans préjugés. On entend beaucoup dans le secteur, notamment, mais tel film, c'est pas pour mon public. Nous, on n'y croit pas à ça. La question, c'est de permettre aux spectateurs de pouvoir découvrir les œuvres, et après, chacun fait son chemin, chacun fait son parcours, en fait, y compris parfois avec des œuvres qu'on n'aime pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'en termes de cinéphilie, les films qu'on n'aime pas sont parfois aussi importants que les films qu'on aime. Mais la question, c'est de permettre à chacun d'y avoir accès dans une égalité complète. Donc ça, c'est vraiment une idée qui est à l'origine de l'ACID et qui traverse vraiment 33 années de cette association. Tu parlais aussi en introduction de comment on travaille avec les distributeurs, avec les exploitants. Nous, l'ACID, on est vraiment à un endroit qui est différent, c'est qu'on est une association. On est une association d'intérêt général, c'est-à-dire que c'est notre statut juridique. Ça peut paraître un peu rébarbatif, mais en fait, c'est pour moi quelque chose qui est extrêmement important parce que ça dit quelque chose de l'engagement des cinéastes, qui sont tous bénévoles. Donc quand, par exemple, quelqu'un comme Idir, mais ils sont plus d'une centaine d'associations, décide d'aller accompagner le film, par exemple, de quelqu'un comme Martin Jova, parfois être Martin, parfois sans lui, dans une ville et de passer son samedi soir dans cette ville où on ne connaît pas grand monde, pour animer une rencontre, créer du lien, montrer le film, il le fait bénévolement. C'est donc aussi un engagement dans la société à cet endroit-là. L'ACID, on n'est pas vraiment distributeur. Donc les distributeurs, c'est ceux qui vont positionner les films en fait, sur le marché, qui vont les amener aux exploitants, qui font le lien avec les producteurs. On n'est pas exploitant. Les exploitants, c'est vraiment ceux qui tiennent les salles de cinéma.
Nous, on a un autre endroit qui est celui des acteurs de l'action culturelle cinématographique. C'est un secteur qui est assez méconnu, tout simplement parce qu'il n'est pas aussi simple à saisir, on va dire, que les distributeurs, les exploitants. C'est vraiment des associations, mais pas que. Par exemple, il y a l'agence du court-métrage, même la semaine de la critique. On est nombreux. Ça va être des assos parfois sur des territoires, ça va être un festival. Le festival de La Rochelle, par exemple, en fait partie, le festival de Fitib. Voilà, un ensemble de festivals, d'acteurs vraiment qui vont animer la vie culturelle sur les territoires dans les villes. Et nous, la CID, on est de plein pied dans ces acteurs-là. Donc, de fait de notre statut, mais de notre engagement en fait, dans la société. Et à travers la culture et le cinéma qui est notre endroit, et notamment de la salle de cinéma. Et c'est vrai que quand on se dit qu'on est d'intérêt général, ça veut dire aussi qu'on est sur un modèle économique différent. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en salle qu'on organise, on organise plus de 500 rencontres par an dans toutes les salles de France, on ne touche rien là-dessus. C'est-à-dire que les remontées vont directement aux exploitants et aux distributeurs, mais nous, y compris quand on envoie le cinéaste, qu'on paye son billet de train, etc., ou qu'on le rémunère, mais même si la plupart du temps vous êtes bénévole, en fait, nous ne touchons rien dessus. L'objet de la CID, donc on a un mode de financement qui est différent. On a de l'argent du CNC, mais aussi d'argent public. En fait, on est vraiment sur un modèle où on a à peu près une trentaine de partenaires, qui fait qu'on est sur un budget annuel juste au-dessous du million, à peu près. Voilà, quand même compris. Donc, c'est quand même pas grand-chose, en fait. Paradoxalement, on est une dizaine de permanents, tout ça. Mais on est vraiment sur un modèle qui est celui, en fait, du non lucratif, tout simplement. Ce qui me semble important, c'est qu'on défend aussi une certaine typologie de cinéma. On n'est pas, c'est sûr, on défend pas des blockbusters, on n'est pas contre, mais c'est pas l'endroit où nous on intervient. On défend vraiment une espèce de, je sais pas, on est à la fois une espèce de laboratoire d'un cinéma du présent et du futur. On est aussi un endroit où l'expression artistique est peut-être plus audacieuse, avec des économies qui sont plus compliquées. C'est pas des gros budgets les films sur lesquels nous on s'engage, mais on est très attentif à ce que artistiquement il y ait de l'audace, il y ait des prises de paroles ou des gestes de mise en scène qui soient très étonnants et qui peuvent parfois un peu scinder un peu les publics. Mais c'est ce pari-là qu'on a aussi. C'est comme l'a dit Pauline, le but c'est vraiment pas on cherche pas à être d'accord avec tout le monde, mais on cherche vraiment à faire en sorte que le regard des spectateurs et des spectatrices soit un peu bousculé, un peu étonné. Et c'est aussi un endroit où beaucoup de cinéastes commencent à la CID, en tout cas font leur premier pas. C'est aussi un endroit où il y a beaucoup de liberté. Et puis ensuite, ils font carrière. La plus connue, c'est Justine Triet, par exemple, pour donner un exemple. Robert Guédiguian, Lucas Belzon. Je parlais de, voilà, récent. Il y en a Kauter Benania, Martin Jova, les frères Mkerma, enfin, il y en a beaucoup. Après, la CID, ce n'est pas qu'un endroit de passage. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'émergence. Ce n'est pas un endroit pour les premiers, seconds longs métrages. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. C'est aussi une façon de faire des films. À savoir, donc, dans des économies parfois plus réduites, mais qui sont revendiquées, assumées très fièrement par les cinéastes. À savoir, des films qui vont travailler les mécanismes de mise en scène dans lequel on va dire, pour simplifier, que le scénario n'est pas l'outil ultime. C'est-à-dire que ce sont des films qui vont se produire différemment, des films qui vont s'écrire différemment, et à la fin, ça fera sur les écrans forcément un film différent. On croit beaucoup à la CID que la production, c'est déjà de la mise en scène. Le contexte de production dans lequel on fait un film, ça détermine déjà beaucoup de choses du film et des enjeux de mise en scène. Ça, on y est très attentif, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Dans la programmation de cette année à Cannes, on ouvre avec un film de Sophie Le Tourneur. Sophie, elle est très identifiée. Enfin, elle était... 6e ou 7e film. C'est ça, 5e. Mais depuis La vie orange, Les coquillettes, avec énorme, on a vu passer par des cinémas très différents. Mais le fait pour nous d'ouvrir avec le cinéma de Sophie Le Tourneur, ça dit quelque chose de très juste de cet ordre-là. C'est aussi une façon de faire des films à la CID, de cinéaste à cinéaste. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de directeur artistique, donc moi par exemple je vous parle, je suis déléguée générale, je ne suis pas la directrice artistique de la CID. À la différence de toutes les autres sections parallèles, et toutes les autres sections tout court, où il y a toujours un directeur artistique, comme la plupart des festivals d'ailleurs, il n'y en a pas à la CID. Il n'y en a jamais eu. Et on en est très fiers. C'est-à-dire que c'est une façon de vous faire travailler différemment, avec un comité donc, de 14 cinéastes, qui sont tous mis au même niveau, en horizontalité, donc ça s'organise, parce que l'horizontalité et le collectif, si ça ne se pense pas, ça ne fonctionne pas. Vraiment, c'est le truc tout collectif, toute personne qui fait partie d'un collectif sait que si on ne s'interroge pas sur son fonctionnement au bout de 2 ans, ça explose. Voilà. Mais si la CID, ça tient depuis 33 ans, justement parce que c'est organisé pour faire justement vivre des cinéphilies, des regards, des goûts différents. Mais encore une fois, nous avons cette attention, enfin les cinéastes notamment, sur la façon dont se font les films, notamment parce que ce sont des cinéastes. Et que la façon dont les films se font est une question qui est primordiale, évidemment, mais aussi sur ce mécanisme de programmation qui est un peu différent. Et on y est assez attaché, en fait. Et par rapport à ce comité et à ce soutien que vous faites aux films et aussi à ces sélections que vous faites pour projeter les films dans différents festivals, quelles sont les différences assez concrètes avec le fonctionnement, par exemple, d'une institution comme le CNC ?
Le premier truc déjà, c'est que par exemple, pour parler du comité de programmation cannois, parce qu'on ne choisit pas que des films que pour Cannes, on accompagne aussi des films tout le long de l'année qui sortent. Donc il est composé là, pour parler de Cannes, cette année, c'est 14 ou 15 cinéastes. 14. Et 14 cinéastes. Et en gros, le comité est renouvelé tous les ans. Et en fait, on défend déjà cette idée qui peut paraître un peu surprenante, mais dont on est assez fier. Comme disait Pauline, il n'y a pas de directeur ou de directrice artistique. Et donc, en fait, il n'y a pas de ligne éditoriale. Il y a des goûts, mais des goûts qui sont renouvelés tous les ans. Le comité de programmation, par exemple, de la CID, il est à la fois composé de cinéastes adhérents de l'association, cinéastes actifs, membres du conseil d'administration, etc., mais aussi de cinéastes dont on a choisi les films les années précédentes à Cannes. Et en fait, l'idée, c'est justement d'être toujours en mouvement, même dans les choix de films qu'on aime, d'année en année. La programmation dépend des films qu'on reçoit, évidemment, mais elle dépend aussi et surtout des cinéastes qui composent le comité de programmation. Et il n'y a pas justement quelqu'un qui... Il n'y a pas de... Genre, je sais pas, c'est pas pour critiquer, mais je sais que par exemple, avec un comité au CNC, tu as des présidents, des vice-présidents, etc., etc. Enfin voilà, on a des grandes lignes. Ces grandes lignes qui sont posées tous les ans, rediscutées par le conseil d'administration. Mais après, on a, en tant que comité de programmation, par exemple, pour Cannes, énormément de liberté dans la manière de choisir et de sélectionner les films. Et voilà, et j'insiste là-dessus, sur le fait qu'il n'y a pas... il y a pas un diktat, quoi. Il y a pas de chapelle, en fait. Ou alors, il y a 14 chapelles, quoi. Voilà. C'est ça. Ça, mais moi, je comparerais pas tant avec les commissions du CNC, parce que avec en fait, un fonctionnement de festival, puisque pour le coup, Cannes, c'est le moment où on ressemble le plus à un festival. Et l'absence de directeur artistique fait qu'à un moment, par exemple, dans certains comités, quand il y a discussion, il y a discussion sur des films. Et puis quand à un moment, il faut choisir, il y a une personne qui choisit. Voilà. Nous, à la CID, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a un système de vote, mais vraiment, je passe les détails, mais on l'a fait ce système il y a 10 ans avec des statisticiens. C'est Frédéric Hamad à l'époque qui s'en était occupé en tant que cinéaste, qui est donc un cinéaste de la CID. Et vraiment de façon très calculée, posée, selon le nombre de films reçus. Enfin, vraiment, honnêtement, il faut avoir fait Maths P pour tout comprendre. La preuve, c'est des gens qui ont fait Maths P qui l'ont pensé, mais c'est passionnant, vraiment. Mais qui permet de garantir que tous les regards des cinéastes sont programmés et sont représentés. C'est ce qui fait que quand, si par exemple, il a parmi les 9 films à la fin, il y en a 4 qu'il a soutenus parmi la trentaine de films qu'on discute vraiment à la fin. Il y en a 4 qu'il a soutenus qui sont passés, il ne peut plus rien dire. Et en fait, du coup, ce qui fait que quand bien même il y a des films que lui, il va détester, qui vont être poussés par d'autres, en fait, ces films, ils vont y aller. Et c'est quelque chose qui est pour nous extrêmement important. On parle beaucoup de générosité, mais aussi d'humilité, en fait, à la CID, à savoir qu'on ne préjuge pas du regard. En fait, on va essayer de cette diversité de films qu'on essaie de programmer, et que du coup, dans nos règles, on a instauré pour garantir ça, puisque pour le coup, les règles n'orientent pas les films, mais garantissent la plus grande diversité. On est vraiment dans cet équilibre-là, en fait. C'est vraiment aussi vis-à-vis de ne pas préjuger, de se dire, bon ben, quelles que soient les personnes, en vrai, n'importe qui peut aimer au moins un film à la CID parmi les 9. Et ça, pour nous, c'est une question de générosité vis-à-vis des publics, vraiment, mais aussi des professionnels, distributeurs, exploitants qui sont nos premiers partenaires pour montrer les films au public, mais aussi vis-à-vis de tout le monde. Ça rejoint vraiment une croyance globale qui est celle de la discussion, qui est que le cinéma n'est jamais que, même dans les désaccords, une façon de dialoguer, de remettre du dialogue dans la société. Autour des films, déjà, entre nous dans un premier temps, autour des films et dans la société en général. Ça ne veut pas dire être d'accord sur tout, ça veut dire être capable de se parler sur nos désaccords. Et dans la société malheureuse dans laquelle on vit, c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important. C'est devenu très politique. De se dire qu'on peut se parler de tout, se mettre dans une pièce et à la fin se dire on n'était pas d'accord mais c'était passionnant et on en sort tous plus intelligents. C'est quelque chose qui est primordial. On défend beaucoup la diversité des films, le fait qu'il faut que des films très différents existent sur les écrans. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Ça s'applique aussi à nous autres. Savoir faire vivre, en fait, la diversité des désaccords, sans conflit, en fait, vraiment, c'est quelque chose qui va avec la diversité des formes sur les écrans. C'est quelque chose, c'est une espèce de cohérence presque, en fait, de vie, en fait. Là-dessus qu'on a tous en commun, vraiment, tant du côté des cinéastes que de l'équipe, c'est d'y croire absolument. On n'est pas les seuls, hein. Dès qu'on défend des enjeux écologiques, on défend la diversité du vivant, par exemple. Ce sont des choses qui peuvent se dupliquer à beaucoup d'endroits dans la société. Nous, c'est dans le cinéma que ça s'applique. On se l'applique entre nous dans le premier temps, y compris parce que si on ne l'applique pas entre nous, c'est incohérent de le défendre pour le public. Il y a cette cohérence-là qu'on essaye vraiment de mettre en place. Après, tu parlais de... Moi, ce qui me fascine toujours, c'est que ceci étant dit sur notre fonctionnement, on voit bien de l'extérieur qu'il y a des tendances que d'autres désignent dans la CID. Et c'est vrai c'est-à-dire qu'il y a une espèce de persistance de ligne éditoriale, malgré nous, sur 33 ans, quand bien même, aucun comité n'a jamais été 2 ans de suite le même. Il n'y a aucune fois dans l'histoire de la CID où il y a eu 2 ans de suite le même comité à Cannes. C'est quand même dingue, bien, vraiment. Et on ne sait jamais, hein. On propose à des gens, on a programmé leur film l'année d'avant, on ne sait pas ce qu'ils vont aimer. Hein. En fait, on leur propose et on est quand même sur un pari chaque année. Et malgré tout, il y a quelque chose qui persiste, notamment parce que ce sont des cinéastes. Et dans les choses qui persistent, il y a vraiment donc cette attention à la façon dont les films se font.
Et le fait que nous sommes là aussi, encore une fois, on est une asso, on est d'intérêt général, on est au service des publics, avant tout. Hein. On l'oublie, mais on n'est pas tellement... On est bien sûr une asso d'auteurs, mais avant tout, nous, on travaille pour le public, vraiment. Et c'est une attention aux films qui ont besoin de soutien en diffusion. C'est-à-dire que tu parlais des blockbusters, mais il y a des films qu'on peut trouver sublimes, qui sortent sur 400 copies. En fait, c'est super, mais nous, ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin Non, ça de nous. Je pense par exemple même au Jonathan Glazer, par exemple. La zone d'intérêt, personne ne dira que ce n'est pas un grand film ou autre, ou un film qui peut créer du débat, tout ce que vous voulez. Mais le film est une proposition extrêmement forte et ambitieuse. Mais accompagné comme il est, là où il était à Cannes avec la réception qu'il a eue, évidemment que la Cine n'est pas là pour ça. On est là, c'est là le tremplin pour le coup, et c'est de permettre, enfin de tremplin et de vraiment d'assaut d'intérêt général, c'est de permettre vraiment de visibiliser des films qui sont en manque de visibilité par le public. Ça peut être à la fois un tremplin et à la fois une confirmation. C'est ça. En fait, on tient les deux. La CID, elle est toujours un peu comme ça. Elle essaye toujours de tenir deux idées qui peuvent paraître opposées. On aime bien cette phrase de Godard qui dit que la marge, c'est ce qui permet au livre, enfin aux pages du livre de tenir. Bah, on est un peu comme ça. On est à la fois à un endroit d'une certaine manière de fabriquer les films. Et puis, par exemple, quand on est à Cannes, on est quand même au cœur de la mécanique et de l'industrie, quoi. On est là, quoi. Mais on sait pourquoi est-ce qu'on est là, on est fort de nos arguments, puis on est fort de nos goûts, puis on est assez fiers de la manière dont on défend, et puis des films qu'on défend, tout simplement. Et comment ça fonctionne une fois que vous soutenez, par exemple, les films sont choisis, vous allez les soutenir dans les programmations, dans les diffusions de salles, dans tout le territoire. Comment ça se passe avec, concrètement, entre les distributeurs, les exploitants, comment vous arrivez à choper des copies? Parce qu'on parlait tout à l'heure de copie 35, qui est quelque chose qui paraît qui est un peu plus concret dans le terme copie, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de physique qui est là, mais que maintenant que c'est le numérique, comment ça se passe pour essayer de réussir à diffuser un film sur tel écran, dans tel cinéma, etc. Comment vous arrivez à gérer avec les exploitants, les distributeurs par rapport à ça? Alors, quand on choisit les films en général, soit c'est des films qui ont déjà des distributeurs, soit c'est des films qui n'en ont pas, en particulier pour Cannes. Et là, tout le travail, en l'occurrence beaucoup le travail de Pauline et de l'équipe, c'est justement de montrer les films auprès de distributeurs qui pourraient aimer les films et donc choisir de les sortir en salle. Ensuite, on travaille avec un réseau de salles, je sais plus, alors pour le coup, je n'ai pas les chiffres en tête, mais plusieurs centaines de salles adhérentes qui s'engagent, qui n'ont pas d'obligation de montrer les films, mais bon, c'est des salles amies, on va dire, voilà, tout simplement. Et donc, on travaille avec ce réseau de salles et on n'intervient pas, ou en tout cas, pendant longtemps, on ne travaillait pas au moment où les distributeurs sortent les films. C'est-à-dire que le film sort et nous, on intervenait souvent autour de la 3e ou 4e semaine. Et justement, là, on activait, on a un programmateur à demeure à l'association qui est en contact avec toutes les salles qui maillent un peu tout le territoire. Et là, à ce moment-là, nous, on intervient. En fait, on mise aussi beaucoup sur la durée. Voilà. Il y a cette idée qu'en général, en fait, un distributeur, au bout de 3-4 semaines, son travail est terminé. Et nous, c'est le moment où nous, on fait vivre le film aussi sur la durée. Soit parce que les films n'ont pas été vus dans tel ou tel endroit, soit parce qu'aussi, il y a, je sais pas, on croit aussi un petit peu quand même encore au bouche à oreille et qu'il faut du temps, en fait, pour que ça existe. Et c'est à ce moment-là que l'association, elle intervient, je crois. Oui, c'est ça. Déjà, le seul fait d'appeler des exploitants en leur disant on organise une tournée ensemble, on y va, on sera avec vous pour communiquer. Et par ailleurs, il y a un cinéaste qui va venir, on va faire un débat, une animation que l'on peut en prendre en charge, ça aide. Ensuite, comment on rentre? On organise donc soit des tournées, donc on peut en faire en Bretagne, par exemple, avec des assos comme Cinéphare, on peut en faire dans le Gers, on peut en faire on essaie vraiment de sortir des grands centres-villes, en fait. Ça se passe tout simplement parce que dans l'équipe, on a 2 personnes qui sont chargées de programmation, qui s'appellent Yann Ballanger et Zoé Renier Casanova, et qui sont en lien toute l'année avec des exploitants. Et qui font vraiment, comme dans une société de distribution, vous avez un programmateur, ou plusieurs programmateurs ou programmatrices qui font ce travail-là, en fait. Nous, on a ça de la même façon. Après, on ne va pas travailler effectivement sur la Natio, qui est vraiment l'apanage des distributeurs. Donc la Natio, c'est la sortie nationale. C'est vraiment le mois, on va dire, de sortie principale. Voilà. Nous, on travaille vraiment en continuation, y compris parce que de même qu'on est là pour rentrer dans des territoires, on va dire, plus ruraux, plus éloignés, en tout cas qui ont moins accès à des propositions plus ambitieuses esthétiquement, en fait, on va aussi avoir la même question qui est qu'il faut que ces films y vivent. On ne croit vraiment pas que les films soient des objets périssables. On ne parle pas de yaourt, en fait. À un moment, c'est des films. On voit bien qu'il y a des films qui passent bien au-delà des années. Évidemment que 6 mois après sa sortie, quand un film n'est pas sorti, par exemple, dans une ville, ça vaut le coup de le montrer. La question, c'est de pouvoir proposer au public d'y avoir accès. D'autant qu'on voit que sur tout ce qui est en plus les TD, etc., il y a une espèce de lissage des programmations, des achats par Ciné Plus ou autres, qui fait qu'à typologie de films qu'on propose, ce n'est pas un sujet. Donc en fait, il faut évidemment les montrer en salle. Donc nous, on travaille tranquillement dans la longueur, dans la continuité.
Ça se trouve là que je disais qu'en fait, qu'on est vraiment complémentaires des distributeurs et des exploitants et qu'on fait vraiment partie de l'action culturelle, puisqu'on n'est pas les seuls à faire ça, hein, évidemment. Il y en a d'autres. Mais c'est vraiment ce titre-là, c'est qu'on travaille dans ces endroits-là. Et donc, on a des programmateurs qui appellent les salles, qui proposent. Là, par exemple, un film qu'on va montrer à Cannes, il y a un film de Namir Abdelmessé, La vie après Siam, qui est un qui, il y a 15 ans, avait fait un film qui s'appelait La Vierge, Jacob et moi. Et là, dans ce nouveau film, par ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont liées au cinéma égyptien, que sa mère affectionnait, qui est décédée. Et comme il se trouve qu'à la Cine, il y a des années, en 88, je crois, je vais chercher la date, on a soutenu le destin du Youssef Chahine. Donc, il y a des extraits qu'on retrouve dans le film de Namir. Et du coup, on sait que c'est intéressant. On commence déjà à penser, on n'a pas encore montré le film. Il est à Cannes. On l'a pas encore fait la première mondiale, ni français, ni rien du film. On s'est déjà dit comment on allait le travailler. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose de passionnant à faire une espèce de double bill à proposer aux exploitants autour du destin du Youssef Chahine avec le film de Namir, par exemple. Donc comment on essaye de travailler tout ça. Voilà, tu parlais tout à l'heure de laboratoire, tu en parlais sur la création. On n'est pas qu'un laboratoire au niveau de la mise en avant de la création, on est aussi un laboratoire d'action culturelle. On adore réfléchir à comment montrer les films. C'est un plaisir de prendre un film et se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer au public pour leur donner envie, pour ceci, pour proposer des nouvelles choses. C'est notre métier, notamment dans l'équipe. Vraiment, c'est parler de films finis, transmettre cette envie, transmettre ce désir. Les cinéastes sont nos premiers complices. Vraiment, on essaye d'innover ensemble, on réfléchit, il y a une cinéphilie commune. Mais ça, c'est notre premier métier. C'est de proposer des masterclass sur tel sujet, une saison, là, un nouveau dispositif, comment on réfléchit. Ça, on essaie de faire en permanence. On est vraiment un laboratoire d'initiatives culturelles. Parfois, on fait des choses, ça ne marche pas. Je vais être hyper franche. On a fait des séances, on a essayé des choses, il y avait 3 personnes. Et bon, c'est le principe du laboratoire. Voilà. Mais il y a des fois, ça marche et c'est passionnant. Et souvent, ça marche. C'est ça qui est que pourrait se dire, oui, dans les zones rurales, les gens, ils vont moins au cinéma, ou alors ils ont peut-être moins envie d'aller voir des films dits d'auteurs, ou un peu plus. Mais après, ça marche. Ça, ils sont attirés. Moi, je pense qu'à partir du moment où on respecte on regarde les gens dans les yeux, on les respecte, on propose des choses qualitatives, déjà, il y a un grand paquet. Oui, et puis comme disait Pauline, on travaille aussi avec beaucoup d'associations de spectateurs, en fait, des spectatrices. Parce que mine de rien, en fait, quand tu es à Paris, t'es un peu à Paris, on est hyper bien servi, quoi, tout simplement, en fait. Mais en fait, moi, pour avoir fait pas mal de tournées, souvent, quand Acide m'envoie pour aller montrer, pour aller organiser un débat, présenter un film, etc., en fait, c'est souvent initié par des associations de spectateurs et spectatrices. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais il y en a énormément partout sur tout le territoire. Et en effet, elles sont vachement à l'initiative et vachement aussi dans l'accompagnement. Donc oui, en effet, des fois, tu peux te dire de manière un peu stupide, tu peux dire, oh là là, ce film, ça va être un peu dur, et je vais arriver dans la salle, il va y avoir 4 personnes. En fait, pas du tout. Tu arrives dans la salle, elle est pleine, et tu t'y attendais pas du tout, et t'es évidemment extrêmement réjoui. Donc voilà, il y a pas de, oui, il y a pas, on n'a pas de préjugés, en fait. Non, je pense que vous avez tous déjà vécu. Il y a plein d'endroits, mais il y en a 3 que les cinéastes me parlent toujours. Par exemple, Saint-Renan, quelque part en Bretagne, vraiment tout bout de la Bretagne. Pardon pour Maxime, l'exploitant, mais vraiment loin. Et pour les Bretons qui nous regardent peut-être, pardon. Mais donc, les cinéastes, à chaque fois, ils arrivent, 15-16 heures du train, ils sont oula, ok, on va voir combien il va être. Ils me disent, et à chaque fois, 19h30, clac, et tu as 200 personnes qui arrivent. Et vous êtes un nombre à m'avoir raconté ça. Ils disent, à un moment, où arrivent les voitures, tout le monde, et c'est rempli. Vraiment, et vous m'avez tous raconté ça, mais c'est comme Fort-Calquier, pareil, qui est dans les Hautes-Terres en Vaca, en fait, ou Cucuron, pareil, c'est des tout petits endroits, et il y a des gens, des associations, mais aussi des exploitants qui travaillent de très long terme, et qui savent qu'il ne faut pas préjuger, et ils montrent les choses, et ils connaissent leur public, ils dialoguent, en fait, mais surtout, ils savent qu'il faut tout montrer. Et là, à chaque fois, ça fait des choses effectivement assez formidables. Après, ça, c'est la partie vraiment quand il y a avec les exploitants. Nous, on a aussi un réseau des jeunes ambassadeurs. Donc, c'est un dispositif qui est ouvert à tout le monde entre 15 et 25 ans. En général, c'est plutôt 18-25 ans, mais on a un dispositif un peu spécial pour les mineurs, mais ce n'est pas le même accompagnement, ne serait-ce que pour des raisons légales, qui est un dispositif en 3 volets. Ça fait 8 ans qu'on l'a. Il y a plus de 500 jeunes qui sont passés par là. Il y en a qui sont partout vraiment, il y en a qui ont sorti, qui ont continué leur chemin dans la cinéphilie. Certains étaient des futurs professionnels de la diffusion, des futurs professionnels de la culture, ou d'autres pas du tout. On en a pas mal, par exemple, pas mal sur le plateau d'Orsay, qui sont en école d'ingénieur, etc. Donc rien qu'à la couture. On a qui sont des jeunes professionnels, voilà. Ce dispositif, il existe depuis 8 ans. Et le principe, c'est qu'il est participatif. Nous, le premier volet, c'est qu'on donne accès aux œuvres. On facilite le fait qu'ils découvrent les films de la Cite. À Cannes, par exemple, il y en a une 50aine qui vont être là. On a tout un parcours fléché. On leur facilite l'accès aux films, aux équipes de films. On facilite dans un premier temps. Après, sur la base de leur retour, de ce qu'ils aiment, on les accompagne. Mais c'est eux qui décident de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, là, il y a un groupe à Toulouse qui est super, en train de se monter. Et ceux qui disent, nous, on voudrait faire une séance avec telle personne, on voudrait inviter tel réal. Et du coup, nous, on facilite, on prend les billets de train du réal, qu'on envoie à Toulouse, on trouve l'hébergement. Et c'est eux qui annulent. Et c'est eux qui remplissent la séance.
Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est de très participatif, qui part du désir. Juste, on propose des œuvres. Et à partir de là, on écoute, on accompagne, mais on ne force pas le désir. Il y a 2 ans, il y en avait par exemple plusieurs qui étaient à fond sur TikTok et qui du coup avaient plein de TikTok. Du coup, on peut retrouver encore des TikTok sur leur Atlantic Bar. Donc, à l'époque, il a cartonné le film derrière. Mais quand nous, on le montre à Cannes, on arrive avec premier long métrage de Fanny Molins, premier long métrage de la productrice, pas de cast, enfin voilà, documentaire et tout. Rien ne nous dit que le film veut voir le parcours qu'il a, et qui est merveilleux, qui est bien été, hein, mais vraiment. Et en fait, il y en a un qui s'est pris de passion et qui a fait un TikTok dessus, qui a cartonné, etc. Ça, en fait, nous, on est là pour faciliter, pour accompagner les désirs. Mais on n'est pas là pour expliquer, en fait. On n'est pas là pour dire, tu devrais mettre tes mots à la place de tel autre. Oui, il y a cette idée d'essayer de casser aussi un peu la verticalité, ou en tout cas la Oui, la prescription. descendance. Voilà, et puis, Il y a un côté descendant, quoi. non, puis, enfin, c'est cette idée de la prescription qui viendrait de sachant, et cette idée que justement, non, en fait, l'initiative, elle peut partir de gens, des premiers concernés, à savoir les spectateurs et les spectatrices, et en fait de leur donner un peu, et nous, de faire ce que dit Pauline, ce travail d'accompagnement, et les laisser en fait programmer, animer, et nous on leur donne un peu les outils, voilà, parce qu'on est... Mais aussi parce que rien n'est plus contagieux que le désir de cinéma, en fait. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études Oui, c'est clair. pour, en fait, savoir transmettre son amour d'un film. On a vu un truc, on a aimé, on ne sait pas pourquoi, on le dit à sa façon, et ça transmet quelque chose. Rien n'est plus contagieux que le désir des films, de les aimer, de les transmettre. Et ça, il faut juste permettre à chacun de le faire. Il faut juste donner sa chance et laisser la place. Il faut être capable un peu de se taire aussi, parfois. C'est sûr. Mais c'est passionnant. Enfin, vraiment, c'est passionnant. Et la section à Cannes que vous organisez, elle est du coup parallèle au festival. C'est une section c'est une section parallèle. On travaille en bonne entente. En fait, on est la plus jeune des sections parallèles du Festival de Cannes, donc les 2 sections... 33 ans, l'âge du Christ, hein, on n'est pas si jeune. Ouais, Mais non, mais on est jeune quand même. on est jeune pour toi et moi, mais on n'est pas jeune, en fait. Qu'on a des... Quoi, tu vois? Comparé à la quinzaine et à la semaine, qui sont là depuis vraiment beaucoup plus longtemps, nous, c'est quand même beaucoup plus récent. Et donc, oui, en effet, on a une salle qui est Les arcades. les arcades, merci. Les arcades où on montre les films tous les soirs, et on travaille en très bonne entente avec l'officiel Oui, qui nous disons que soutient. moi j'ai toujours tendance à dire qu'on parle des sections parallèles comme telles, mais pour qu'il y ait 3 parallèles, il faut qu'il y ait une perpendiculaire qui tient tout le monde. C'est l'officiel. Voilà. Vraiment l'officiel, c'est la perpendiculaire à partir de laquelle nous, on peut tracer des sillons, mais tout est très complémentaire. Je sais qu'il y a une espèce de mythologie qui est qu'à Cannes, tout le monde se tire la bourre les uns les autres, etc. C'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que à la fois le travail avec l'officiel, y compris Thierry Frémaux, est très accompagnant, très fluide, vraiment, avec beaucoup d'écoute, en toute franchise. Avec les sections parallèles, semaine et quinzaine aussi. Là, on peut même parler d'une camaraderie et d'amitié certaine entre tout le monde, vraiment. Avec des équipes, des gens qui passent par ailleurs parfois d'une équipe à l'autre entre les 4 structures, hein, en vrai. Mais tout ça est très complémentaire. C'est-à-dire que, notamment parce qu'à la fin, bien sûr qu'il y a l'officiel, des compétitions, tout ça, mais à la fin, quand le film était à Cannes, il était à Cannes. Donc en fait, plus on travaille tous ensemble bien, mieux c'est pour le cinéma, et notamment pour le cinéma français. Plus qu'un est fort, et c'est-à-dire plus tout le monde est fort, en fait, plus c'est l'ensemble du cinéma français, et ça rappelle que c'est le plus grand festival du monde. Et ça, on est tous ensemble dans ce bateau. Et pour le coup, je pense qu'il y a une vraie conscience collective de ça. Alors, j'ajouterai un petit truc dont on n'a pas parlé tout à l'heure quand tu posais la question de... en tout cas, pour nous raconter à Cannes, qui est un truc un peu particulier quand même, qui est un peu... un truc qui nous différencie peut-être un tout petit peu des autres sections parallèles, c'est qu'en fait, on est non compétitif. Il y a cette idée aussi qui va dans le sens de ce qu'on racontait au début, de cette idée du collectif. Par exemple, cette année, on a reçu 600 films, on en choisit 9. On se dit que c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. Et qu'en fait, on se dit, allons à Cannes et stoppons, en fait, un peu, mettons un peu un terme à cette concurrence. Mettons en place des espaces de Ouais, solidarité voilà, ça, voilà. entre cinéastes. C'était déjà tellement dur pour vous, pour Ouais, vos films. on se fait déjà, entre guillemets, on est souvent mis en concurrence, un peu malgré nous, pour pouvoir obtenir un financement, une aide, etc., qu'on se dit que c'est vachement bien d'arriver à Cannes pour ces 9 films, c'est déjà une chance inouïe. Et c'est souvent... Nous, on voilà. préfère aussi Et on démontrer. préfère démontrer. Et c'est une chance inouïe dans le sens où c'est quand même pour beaucoup de cinéastes un grand moment dans une carrière. On dit que c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà dingue. Donc voilà, c'est un peu notre toute petite différence. Mais ça permet aussi de dire à quel point à Cannes, nous, ce qu'on essaye de faire, et ce pourquoi, c'est là que je disais que l'origine de l'acide, en fait, ça, c'est le numérique. Il y a plein de choses qui ont bougé en 33 ans, ça n'a plus rien à voir. Mais la question, c'est comment on met un appel d'air à des espaces de solidarité pour les auteurs. Ça peut paraître absurde, mais les auteurs, les réalisateurs sont parmi les plus maltraités par notre secteur. C'est-à-dire qu'en fait, ceux à qui on dit tout le temps non, ceux à qui on prend peu de pincettes, en fait, ce sont les réalistes et les auteurs. Et à un moment, on est quand même... Désolé, hein, mais moi, j'en ai conscience que c'est pas réel. Parfois, franchement, c'est dur ce qu'ils prennent en permanence, quoi. Vraiment, c'est du non non-stop. Et te dire... Financement ou dans les propositions. À tous les endroits, dans les financements, dans les propositions, montrer les films. Parce qu'en fait, une fois que le film est fini, ils l'envoient. L'officiel, je crois qu'ils ont reçu plus de 4000 films.
Il n'y en a même pas 100 à la fin, la preuve officielle. Ça fait un paquet de noms à envoyer. C'est-à-dire que quand bien même il y a un film super, nous on le voit chaque année, on en prend 9, on laisse beaucoup de films super sur le carreau. Et malgré tout, nous sommes les premiers retours souvent sur des films finis. Donc le premier retour, même un film super, c'est super, mais il n'y a pas de classe. C'est dur. Quand quelqu'un a mis 5 ans à faire un film, c'est hyper dur. Vraiment. Et après, les financements, ça a été dur. Tout est dur. La diffusion, c'est dur. Trouver un distributeur, c'est dur. Tout est dur. Et en fait, les auteurs, ils sont quand même très investis dans des choses souvent très intimes, très personnelles. Faire un film, ça met du temps. Voilà. Et ce sont quand même ceux qui, en fait, mettent le plus d'enjeux personnels et qui, paradoxalement, prennent les plus les portes dans la figure, quoi. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, parce que malgré tout, on est une asso d'auteurs à Cannes, ce sont des cinéastes qui regardent les films, on est les seuls à fonctionner comme ça, c'est vraiment de mettre un couloir d'air, de dire, ok, maintenant vous êtes là. Ouais. Soufflez. On est tous, et on est, Ah bah. et on est, et on est, et on est tous ensemble. C'est aussi cette Et idée-là. vous n'êtes plus seul. Voilà. Vraiment, C'est un- vous n'êtes plus seul, vous ne serez plus seul. C'est un lieu de solidarité. C'est ça. Donc, par exemple, on a un endroit à Cannes qui s'appelle le Café des cinéastes, qu'on a mis en place maintenant il y a 5 ans, qui est en fait un endroit qui est vraiment ouvert à tous les auteurs, sans accréditation. Cette idée, c'est aussi que Cannes, c'est l'endroit de toutes les hiérarchies. Une fois qu'ils sont à Cannes, nous, on va leur dire, ok, c'est bon, on se pose un petit peu, on remet les films à égalité. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous avez fait, puisque nous, on travaille beaucoup avec des films qui se sont faits dans des conditions de production souvent plus précaires, fragiles, et qui ont fragilisé les films, c'est leur dire, maintenant, ça va aller. Du coup, d'avoir un endroit qui, littéralement, est un couloir d'oxygène, en fait. Et en ce moment, les couloirs se rétrécissent beaucoup quand même, notamment sur la diffusion, il y a quand même beaucoup de choses qui sont difficiles. Tu parlais tout à l'heure du nombre de copies, là, de la copie en 35 versus aujourd'hui le DCP. Donc le DCP, c'est la copie dématérialisée, en fait, on pourrait dire. Effectivement, nous, on ne raisonne même plus par copie, puisqu'en fait, désormais, on raisonne à la séance. C'est-à-dire qu'un film peut avoir ce qu'on compte une copie en ratio, mais en fait, avoir 2 séances dans la semaine sur cette copie en ratio. C'est un non-sens. En fait, il faut regarder le nombre de séances vraiment exact pour comprendre la réalité de la diffusion des films. Et quand on regarde ça, on voit qu'il y a une polarisation sur les films, avec une augmentation des inégalités. Certains sont de plus en plus diffusés, d'autres le sont de moins en moins. Et ça ne se voit pas tant en termes de nombre de copies qu'en termes de nombre de séances. Ouais. Vraiment. C'est là où il y a la confusion souvent déjà. Ouais. Absolument. Et c'est là-dessus où l'asso, elle est aussi. Alors, ça, c'est l'autre volet qui est justement plus le volet canois, mais qui est un peu notre travail, un de nos sacerdoces à l'année, où justement, on défend politiquement beaucoup cette idée de laisser de la place en fait à des films qui sortent avec moins de copies, qui ont moins de séances et qui sont étouffés en fait par les films qui veulent occuper tous les espaces. Moi, je reprends toujours, je reparle du blockbuster, mais c'est toujours intéressant quand même de se rappeler ce que ça veut dire qu'un blockbuster. C'était le nom d'une bombe en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un blockbuster, c'était une bombe qui détruisait un quartier. Voilà. Et donc en fait, il faut comprendre que du coup, quand on parle, ouais, c'est un super blockbuster, mais en fait, pour une certaine typologie de film, ça se traduit vraiment par un truc un peu militaire, et c'est vraiment une forme de destruction de l'espace, quoi. Voilà. Et donc du coup, nous, à cet endroit-là, politiquement, on défend, on porte un message qui consiste à dire que, d'abord, on peut même le qualifier pour les gens, comme dit Pauline, faire un film qui est très long, très dur, très compliqué. Donc il faut de la place pour ces films, pour qu'ils puissent exister. 2, c'est pas très cohérent d'un point de vue même de diversité des propositions à l'endroit du public. Je pense qu'en effet, c'est hyper important. Le public, il doit avoir affaire au plus large panel de propositions des œuvres, de gestes artistiques et de regard sur le monde aussi, tout simplement. Et puis après, je pense que alors ça c'est peut-être plus personnel, mais en tout cas, mais je pense qu'on le partage. Il y a cette idée qui est un peu absurde, c'est-à-dire que empêcher des films qui sont fabriqués avec une certaine économie, une certaine typologie d'écriture, des fois sans casting, etc., ou avec des sujets qu'on peut qualifier de plus compliqués ou plus durs, en fait, ça alimente en fait, en réalité, toute l'industrie. Les cinéastes d'aujourd'hui les plus reconnus sont des cinéastes qui parfois ou souvent ont commencé à des endroits où il y avait peut-être plus de contraintes, mais aussi plus de liberté. Et en fait, même la grosse industrie, elle aurait tout intérêt. C'est un peu se tirer une balle dans le pied que d'imaginer que d'étouffer toute cette économie-là, tout cet endroit-là de création, tout cet espace de création est quelque chose de positif en fait pour le cinéma en général. C'est tout à fait le contraire qui se passe en réalité. Je reviens un peu en arrière, mais sur la question des séances et des copies, Dieu sait que ça fait partie de mes petites obsessions dans la vie. Il y a un cas qui est très intéressant, c'est les Star Wars, là, le 3e volet de la trilogie, qui était ressorti, sur les volets 2017-2019. Donc, sortent en décembre. On n'est pas dans les stand-alone, hein, là, on est vraiment dans, je crois que c'était 2 et 3, 2017-2019. Entre celui qui sort en 2017, en décembre 2007, et celui qui sort en décembre 2019, en nombre de copies, on est à plus de 700. Il y a une variation de 3% d'établissements en plus. C'est rien. En nombre de séances, on est à plus de 10% de séances en plus sur 2019 par rapport à 2017. Autrement dit, un nombre d'établissements égal, on a plus de 10% de séances. Évidemment, le nombre d'entrées, similaire. C'est-à-dire qu'en fait, en prenant plus de séances, ils n'ont pas fait plus d'entrées.
Ça dit quelque chose. Le nombre d'établissements n'a pas bougé. Par contre, le nombre de séances dans ces établissements a augmenté. Pourquoi? C'est de la multidiffusion. À savoir qu'ils ont mis le même film dans plein de salles à la fois. Et ça empêche. Et ça contribue à faire qu'il y a des films qui sortent. Et du coup, ces films qui sortent, ils vont dans des salles où d'autres films sortent. Et sur un effet, pour le coup, de décalage, les films comme les nôtres qui sortent sur moins de 50 copies sont ceux qui, clac, ils sortent complètement à la fin. Vous voyez, c'est vraiment, à la fin, il y en a un qui tombe du champ. Et du coup, c'est celui qui est au bout. C'est un espèce d'effet domino, en fait. Et nous, on est ceux au bout. Bien sûr que nous, quand Star Wars, on n'est pas dans les mêmes salles que Star Wars sur nos films. On en a confiance. On n'est pas complètement idiots. On le voit bien. On est dans les salles à réessayer, etc. Mais, en fait, il y a une certaine typologie de films plus porteurs qui, du coup, sortent de certaines salles. Et en fait, ça fait un effet rebond qui fait qu'à la fin, en fait, ça fragilise tout l'écosystème. Le cas de ces deux Star Wars, il est intéressant parce qu'on est dans une économie, toujours que nous, on dit une économie, en fait, de prototype, à savoir que c'est toujours compliqué de comparer les films, tests différents et tout. Là, pour le coup, on est dans le cas d'une trilogie. On peut vraiment comparer. Les plans de sortie sont similaires et on est quand même sur un volume 2 exponentiel de ces 10% de séances en 2 ans, c'est beaucoup. Hein. Donc, ça dit quelque chose d'une augmentation de la typologie des films. Nous, quand on dit attention, par exemple, sur un genre de multidiff, donc d'avoir un certain nombre de films différents sur les écrans et ne pas avoir un film qui prend la moitié des écrans d'un multiplex, c'est pas tellement parce qu'on pense que nos films devraient être dans le multiplex à la place. C'est qu'on pense qu'il y a des films qui ont leur place et qu'à la fin, ça fait que tous les films trouvent leur place sur tous les écrans. Et c'est vrai qu'une lettre interrogation sur le secteur qu'on a en ce moment, c'est longtemps, c'est en fait une capacité à coexister ensemble. C'est-à-dire que bien sûr que de Star Wars ou Avatar 2, par exemple, la sortie de Avatar 2 a été hyper compliquée. Un film extrêmement attendu, depuis 20 ans, etc. Donc tout le monde, film qui fait 3 heures, voilà, donc ça fait des séances aussi longues. Donc du coup, pour en faire commencer une toutes les heures, ça fait plus de salles. Voilà. Et du coup, ça a fait qu'il y a eu un effet raz-de-marée et que ça a été très compliqué pour les films qui étaient sortis, les autres films qui étaient sortis cette semaine-là. Ça, ce n'est pas acceptable. Avoir des cinémas, par exemple, qui sont même des 2-3 écrans, qui sont le seul cinéma à 30 km là, à la ronde, qui montre Avatar dans les 2 ou 3 salles, en fait, à 20 heures, ce n'est pas acceptable. Parce que c'est-à-dire que les gens du coin, s'ils ne veulent pas voir Avatar, ils n'ont rien d'autre à voir dans le cinéma. Ce n'est pas normal. Qui est Avatar dans une salle? Évidemment, on est tous d'accord. C'est pas le sujet, en fait. Mais il faut laisser de la place pour l'autre film à côté. Nous, vraiment, c'est en fait, on n'est pas contre. On dit juste, laissez-nous exister aussi à côté. Parce que par ailleurs, c'est pas tellement à nous, de l'ordre de notre métier, nous défendre, etc. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des publics qui sont intéressés partout. Il faut leur laisser la possibilité de découvrir ces films. On ne défend pas tellement, nous, notre capacité à vivre, notre survie. On dit beaucoup que tout, on défend nos métiers, nos ceci, nos cela. C'est pas vrai. Nous, ce qu'on défend vraiment profondément, c'est la capacité du public, des publics d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas un public, il y en a autant qu'il y a de spectateurs sur Terre, des publics à avoir accès à des diversités de films et faire leur choix. Oui, En fait, on lisse l'offre. Et en fait, moins on permet aux gens de faire leur choix. Et malgré tout, plus on arrive dans quelque chose de très uniformisé. Nous, c'est vraiment de là-dessus qu'on met un point d'alerte. Vraiment, il faut permettre une diversité des formes et des films et laisser de la place sur les écrans. Parce que s'il n'y a pas de séance, on ne peut pas demander à un film de faire des entrées quand il n'a pas de séance. Oui, donc, voilà. Puis même sur le fond, il y a la question du formatage des esprits. À un moment donné, ce qui fait même, on a commencé, Pauline a commencé là-dessus, sur le côté un peu politique et le côté qui fait sens au sein de l'association. Il y a aussi, il y a une dimension citoyenne aussi dans notre démarche. Et ça passe par justement une profusion et une diversité des offres pour justement sortir des formatages, des regards, développer l'esprit critique par une diversité, etc. Ça, c'est extrêmement important. Je veux dire, je pense qu'on fait aussi du mal à ce que les gens aient le choix contre 4 films, quoi. Bien sûr, et c'est très simple. Regardons ce qui s'est passé sur le cinéma américain, en fait, là, ces 20 dernières années. Tout le monde ne cesse de dire à quel point le cinéma indépendant et des auteurs américains va mal. Parce qu'en fait, il y a eu un formatage, pour le coup, des blockbusters et des grands cinémas, des grands films de studio, en fait. On voit bien, en termes de blockbusters d'action, en fait, si c'était pas Marvel, il n'y a pas grand-chose, en vrai. Et la question, par exemple, de films d'action qui soient des films originaux est de plus en plus rare à Hollywood. Et ça, en fait, ça fait du tort à tout le monde. C'est-à-dire qu'on le voit même dans le box-office français. En 10 ans, on a vu passer du top 10, en fait, avec un film qui était soit une suite, soit un reboot, soit une déclinaison de marque, soit un prise de vue réelle d'un film d'animation. Là, on va dire cette catégorie, à savoir l'exploitation d'une marque existante. On en avait un sur les 10. Quand on prend le top 10 aujourd'hui, on trouve 1 ou 2 créations originales maximum. Tout le reste, c'est des déclinaisons de marque. C'est les franchises, ouais. Et ça dit quelque chose. Pour ça, en fait, quand on voit le succès d'un film comme Enfant phare, on est content. Parce qu'en fait, malgré tout, ce sont en fait des œuvres originales. La question en fait de tout ce qui s'est passé sur le cinéma américain, là je parle d'Enfant phare qui est français évidemment, mais ce qui s'est passé sur le cinéma américain en 20 ans, ça dit quelque chose.
Et on doit tous le prendre comme un gros signal collectif. Mais on peut. Le cinéma indépendant américain va mal en ce moment. Et les autres galèrent. Sean Baker, qui a une palme d'or. On pourrait se dire Sean Baker facile. Sean Baker, c'est pas simple pour lui pour faire des films. Reprenons celui qui a fait le long métrage, là, qui était aux Oscars, le réalisateur de The Brutalist. Lui-même, il dit, mais en fait, moi, j'ai du mal à vivre de mon métier. Le gars a été nommé 11 fois aux Oscars. Cinéaste indépendant américain. C'est un signal d'alerte. Hein. Le formatage du cinéma hollywoodien, et notamment du cinéma d'action, du cinéma gros, Mais même. cinéma des majors, est un signal d'alerte mondial. Mais pour le coup, c'est même parce que moi, après plusieurs années de programmation pour la CID, on a vu, enfin, pour le coup, je pense qu'on a vu tous collectivement une baisse de la qualité même des propositions du cinéma indépendant américain. C'est-à-dire, il y a à la fois, on reçoit plus de films parce qu'ils n'ont plus de salles de cinéma, parce que c'est aussi ça qu'on défend fondamentalement aussi à la CID, c'est cette idée que la meilleure manière de voir un film, c'est en salle. C'est super de le voir sur son écran, c'est super de le voir sur son ordinateur, chez soi, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais la meilleure manière et le meilleur écrin pour une œuvre de cinéma, c'est la salle de cinéma. Et en fait, en réalité, aux États-Unis, il y a de moins en moins de salles de cinéma, ou alors des gros multiplex, mais qui passent que du Marvel. Et en fait, en réalité, en termes de propositions artistiques, nous, on voit vraiment une dégradation vitesse grand V, quoi. En 10 ans, la qualité des propositions, elle a baissé de niveau, elle a baissé de moyens, ça c'est une certitude, mais surtout baissé de niveau en termes de qualité de proposition, soit de mise en scène, soit de scénario, etc. Et il faut faire extrêmement attention à ça. Enfin, je veux dire, on ne se rend pas compte à quel point on est dans une espèce de bulle en France très précieuse et on se bat. Il faut dépendre, il faut ça dépendre. Et la question de la diffusion, tu disais ça en introduction, c'est là qu'elle est compliquée, c'est que nous, on voit vraiment, là, depuis 2 ans, c'est dur. C'est-à-dire que quand je parlais de coexistence, en fait, c'est vraiment tout le système, en fait, on est tous interdépendants les uns des autres. C'est le principe du cinéma. On est structuré comme tel, on est pensé comme tel, le CNC structure et organise ça vraiment. On est tous en interdépendance les uns des autres. La clé du système français, c'est pas tant les aides sélectives, on va dire, tout le monde parle souvent de l'avance sur recette, etc. C'est fondamental. Mais l'une des clés du secteur, c'est la dégressivité des aides. C'est-à-dire que dans tout ce qui est automatique, il y a ce qu'on appelle la dégressivité, c'est ce qui fait que, par exemple, sur les 20 000 premières entrées, ils ont un taux de retour élevé. Puis à 30 000, ça baisse. Et ça baisse ainsi jusqu'à 1 million, par exemple. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui permet d'organiser la solidarité entre les acteurs. Vraiment. Et ça, c'est hyper important. Et là, en ce moment, ce qu'on est en train de perdre, c'est la solidarité des uns avec les autres et une capacité de l'écosystème à vivre tous ensemble. Par exemple, donc on sait par ailleurs le système CNC, l'alimentation évidemment, mais on parlait de la diffusion, parce que la question de la diffusion c'est clé, c'est par là qu'on touche les publics en fait, c'est la capacité des œuvres et des publics à avoir au film. On parlait des suites, un cas intéressant, les avant-premières sur Gladiator 2. Gladiator 2 donc doit sortir le 13 novembre de mémoire, mercredi 13. De l'année dernière. Ouais, 2024. Il y a donc le 11 novembre qui est férié. Ils ont fait quoi? Ils ont bastonné d'avant-première sur la France entière, la semaine avant leur sortie. Ils ont fait 2200 avant-premières avant la sortie. 2200 avant-premières. C'est énorme, c'est du jamais vu. Mais surtout, on pourrait dire tant mieux pour Gladiator 2. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe? S'il y a 2002 séances en avant-première Gladiator 2, il y a des films qui sont sortis le mercredi d'avant qui ont perdu leur séance. Et donc, eux, ils font le jeu de sortir le mercredi précédent. Et ils ont été déprogrammés sèchement pour faire de la place à Gladiator 2. Sans avoir été mis au courant, insulté ou... Ah bah, le problème, c'est que le rapport de force fait que les distributeurs, certains le découvrent sur les sites, qu'ils n'ont pas leur séance là. Non, mais vraiment, ils le découvrent certains sur des films qui sont sortis là. On rappelle, les producteurs, ils mettent 2 à 5 ans à faire des films. Les réels, ils en font 1 tous les 10 ans. Voilà, c'était là-dessus que tu nous avais écrit la première fois. C'est par exemple, on pourrait reparler sur la diffusion de ce qui s'est passé sur Kaizen. On pourrait se dire, bon, nous, en soi, que le film est sans salle. C'est pas notre sujet. Le problème, c'est qu'il y a une règle qui n'est pas plus de 500 séances normalement, en fait, qui est là pour permettre que, quand même, quand il y a des sorties très événementielles comme celle-là, ça n'affecte pas massivement et ça ne crée pas des effets de marché qui déstabilisent le reste de l'écosystème. C'est là ce que j'appelle la coexistence et notre capacité à vivre les uns à côté des autres avec des règles. Oui, vous sortez sur 500 copies pour pouvoir permettre après, etc. Mais à côté, on pense qu'à moins de 500, ça ne déstabilise pas ceux des films qui sont sortis. De fait, là, ils ont fait beaucoup plus que 500 séances, ils en ont fait plus de 1000. Donc là aussi, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs fois le film dans un certain cinéma. C'est la multidiffusion du même œuvre, en fait, qui a créé ça. Il y a un film que moi j'aime beaucoup, qui est emblématique, qui était le film de Mati Diop, qui était sorti le mercredi précédent. Donc il a perdu, le film de Mati Diop, un certain nombre de séances dans Paris, intramuros, 2 jours après sa sortie, dont les séances du vendredi soir. Pour un film à récit qui est l'Ours d'Or à Berlin, si vous voulez, par exemple, etc., perdre ces séances du vendredi 20h dans Paris, c'est hyper dur. Donc en fait, l'impact de ce qui s'est passé sur Kaizen, nous, c'est pas contre Kaizen, on dit juste ce qui s'est passé là en termes de diffusion,
ça a contribué à fragiliser des films qui avaient besoin de ces séances et qui ont par ailleurs joué le jeu de l'écosystème. Ils ont joué le jeu. Alors, c'est aussi un documentaire, hein, le film de Mati Diop, par ailleurs. Vraiment. Ils ont joué le jeu de le sortir en cas de la chrono des médias, etc., etc. Et là, en fait, le fait de ne pas respecter les règles sur ce point, ça a fragilisé des films qui, eux, en fait, acceptaient de les faire. Et dont notamment l'Ours d'Or de Berlin. Berlin, un des 3 plus grands festivals du monde. Le film d'une auteure, Mati Diop, franco-sénégalaise, qui a des talents montants en France. On a besoin que le public puisse identifier le cinéma de Mati Diop. C'est formidable, en fait, qu'elle existe. C'est formidable qu'elle fasse des films. Mais à quel moment, en fait, la non-régulation de la diffusion fait qu'on met nous-mêmes en danger une des pépites que notre système a contribué à créer? Il y a une espèce d'absurdité là, en fait, qui se joue dans la diffusion sur laquelle on alerte. Le système de création, avec tout aussi vertueux qu'il soit, si en fait on ne fait pas attention à ce qu'ils ont en diffusion, ça ne sert à rien. Nous, on ne veut pas juste faire des films pour que les cinéastes ils fassent leurs films, il faut leur dire, t'as vu, j'ai fait un film, ils disent en soirée, t'as vu, j'ai fait un film, tiens, il était bien, et personne ne les a vus, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le public les voit. Le sujet, c'est qu'ils s'y confrontent, qu'ils s'y discutent, que ce soit un objet collectif, que ce soit un objet de discussion de la société. Et ça, en ce moment, c'est en fait potentiellement remis en danger. Et c'est là-dessus qui est très, enfin là-dessus sur lequel on est pour le coup très ferme et sur lequel on se bat beaucoup, c'est cette question de la régulation en fait, qui est une espèce d'angle mort du penser de la sortie des films, parce que il y a de l'accompagnement pour produire un film, il y a une forme d'accompagnement pour la distribution, il y a une forme d'accompagnement, quand je dis accompagnement, une forme de soutien du CNC à ces endroits-là, financier, etc. Mais sur la manière dont les films sortent, là, à cet endroit-là, c'est la jungle, en fait, en réalité. Et c'est absolument ça. C'est-à-dire qu'on se bat pour construire un écosystème absolument vertueux dans la fabrication du film jusqu'à sa sortie. Puis au moment où le film sort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour justifier tous les efforts qui ont été consentis avant dans la fabrication d'une œuvre. Et ça, c'est complètement absurde, puisque ça revient à scier la branche sur laquelle on est assis, en mettant de côté les gros blockbusters américains qui ont vraiment des stratégies ultra agressives, qui ont porté les fruits, comme on l'a dit tout à l'heure aux États-Unis. C'est-à-dire que leur cinéma indépendant, il est quasiment moribond, pour le dire texto. Mais en France, il y a quelque chose d'absurde. C'est-à-dire que je pense que même les grosses structures de production, elles ont besoin d'avoir un endroit, alors je sais pas, on peut employer le terme de recherche et développement, qui sont pas très sexy, mais enfin... Recherche et découverte, il en existe dans le cinéma. Voilà, Il y a un terme juridique qui existe déjà. Voilà. Et en gros, il faut, même pour les grosses structures de production, qu'elles puissent avoir des endroits où elles peuvent trouver des cinéastes qui ont fait leurs preuves, qui ont fait de la recherche, qui ont cherché des nouveaux récits, qui ont cherché une autre manière de raconter et de filmer les choses. Et c'est uniquement dans le cinéma indépendant, je crois, le cinéma d'art et essai, appelons-le comme on veut, que cette liberté-là, elle existe, quoi. Après, il y a cette menace, j'ai l'impression que par exemple, l'industrie pâté a une espèce de plan stratégique qui est assez similaire. La grosse différence avec Hollywood, c'est qu'ils n'ont aucun système. Les États-Unis, il n'y a pas de système de régulation. Donc, je veux dire, c'est la loi du marché, point à la ligne. En France, le modèle économique, il fonctionne pas là-dessus. On a le CNC et toutes les politiques d'accompagnement à la production, etc. etc. On a la chrono des médias. On a la chronologie des médias qui interdit qu'un film sorte en salle et que 2 jours après, un mois après sa sortie salle, il se retrouve sur une plateforme qui passe à la télé. Ce qui est aussi un élément de régulation extrêmement important. Alors c'est extrêmement complexe. Quand on est dedans, c'est un peu un truc un peu compliqué à saisir immédiatement, mais ça participe de tous ces moyens qui permettent justement d'anticiper et d'empêcher ça, justement, des logiques de marché brutales et complètement contre-productives. Et après, moi je pense aussi, même tout pâté que c'est pâté, ou IGC, ou Gaumont, ce qu'on veut pour parler des plus gros, les plus connus, quoi, on parle quand même en France d'un marché où il y a 66 millions d'habitants. Les États-Unis, c'est 380 millions d'habitants. C'est un État continent avec une force de frappe monumentale. Il n'y a aucune boîte de production française qui est capable de mettre 150 millions, 200 millions de dollars pour une campagne de promotion à l'échelle de la planète. Donc rien que ça, en termes d'économie d'échelle, c'est un peu absurde. Mais ils ont des réflexes qui sont des réflexes absolument mercantiles et juste de réussite économique et financière. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que c'est un peu absurde. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple très concret, on avait à la CID, donc il y a quelques années, soutenu le film qui était réalisé, c'était 4 à l'époque, mais c'était Woody Ier, dont parmi les 4 cinéastes, il y avait les frères Boukerma.
Les frères Boukarma, leur dernier film est un gros film, Leurs enfants après eux. Mais je veux dire, il a bien fallu qu'à un endroit, donc nous à la CID, on l'avait montré à Cannes il y a une dizaine d'années, il a bien fallu qu'à un endroit, leur expression artistique puisse exister. Il a bien fallu que ce film-là puisse être montré en salle. Il a bien fallu qu'il soit accompagné. Il n'y a aucun intérêt aux grosses structures, même Pathé, Gaumont, etc., à imaginer, parce qu'en plus de ça, elles ne font pas, elles, ce travail de fabrication ou comment dire, d'accompagnement de premier film. Elles ne font pas ce travail-là. En réalité, les boîtes de production indépendantes, les boîtes de distribution indépendantes, elles le font, elles, ce travail de découverte ou ce travail d'accompagnement, de mise en exergue, de gestes cinématographiques audacieux. C'est pas du tout à cet endroit-là qu'elles existent. Et c'est pas grave en soi. En réalité, comme l'a dit Pauline, en fait, tout ça coexiste, peut coexister en tout cas. Nous, c'est ce qu'on défend vraiment. Mais il faut laisser de la place à tout le monde. En fait, on n'est pas obligé de... Enfin, je pense qu'il faut vraiment sortir d'un point de vue général, d'ailleurs, de logique, en fait, d'opposition systématique. Je pense qu'en fait, le but, c'est de travailler ensemble et de fabriquer les choses ensemble pour laisser de la place à tout le monde, pour que tout le monde puisse coexister. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est ce qu'on défend à la CID. Mais il faut mettre des règles. Y compris demain qu'il n'y a pas de réalisateur que de deuxième ou troisième film, il faut bien faire un premier film avant de faire le deuxième ou le troisième. En fait, il ne faut pas préjuger du parcours d'un auteur qui peut en fait faire un film plus grand public, revenir à du cinéma en fait après, qu'il fait dans des économies réduites parce qu'il a envie d'être plus libre. En fait, tout ça, il faut laisser cette liberté-là aux auteurs. Vraiment, en fait. C'est Martin Jovois là, qui me disait, dont on parlait, le réalisateur de Grand Paris, qui a fait Grand Paris en économie un peu réduite. Là, son film suivant, qui est La Semaine de la critique, donc, qui s'appelle Baisse en ville, il l'a fait plus confortablement. Il me dit j'aimerais bien refaire un film un peu plus comme Grand Paris en économie, où je suis un peu ce que je veux dans mon coin. Il faut laisser cette liberté-là aux auteurs, vraiment. Et donc il ne faut pas trop les cataloguer, les mettre à des endroits prédéfinis, quoi, vraiment. Il y a un certain nombre de distributeurs qui, en fait, dans le rapport de force avec les exploitants, qu'ils vont avoir des demandes de visibilité sur certains films, qui, notamment dans les cinémas de 3 écrans ou de moins, ou les cinémas en zone rurale, tout ça, qui ont un enjeu à montrer plusieurs films, font que le film, c'est intenable. Et savoir qu'en fait, si on demande 30 séances, par exemple, je dis des chiffres, voilà, mais sur une salle qui, en fait, est en 2 écrans, forcément, ça veut dire qu'il y a autant de séances qu'on ne peut pas dédier à d'autres films. Et c'est là qu'on dit, en fait, qu'il y a un danger pour la diversité. C'est-à-dire qu'il y a un certain type d'acteurs qui, en fait, sont, en général, ont un rapport de force à leur service, vis-à-vis des plus petites salles, qui vont, du coup, en fait, avoir des demandes qui sont, en fait, déraisonnables. Et qui, du coup, si l'exploitant va avoir accès au film, il est obligé de s'y soumettre. Et donc, il est obligé de renoncer à montrer un certain nombre d'autres films. D'où notre question, comment est-ce qu'on fait pour que les Boukarma de demain aient accès à un certain nombre de séances pour pouvoir devenir les Boukarma d'hier? Voilà. Comment on fait pour que Fanny Molins puisse devenir, en fait, vous voyez, avoir un parcours similaire? Comment on fait pour que Nicolas Peduzzi puisse avoir un parcours similaire, que Camilla Beltrán puisse avoir ce parcours comme ça? Tous ces gens qui sont encore dans l'émergence et que le public est en train de découvrir, comment on leur permet de découvrir vraiment leurs œuvres? Et donc, malheureusement, si sur certains films, il y a des demandes qui sont de l'occupation d'espace des écrans, forcément, on met en péril la capacité du public à découvrir le reste des œuvres. Et je pense que le truc vraiment que Pauline signifiait au début, mais qui est vraiment un peu là aussi encore un impensé, ou en tout cas un mal pensé en fait, c'est vraiment qu'est-ce qu'on pense du public en fait. Parce qu'en fait, les logiques des gros, des très gros, c'est de dire le public en fait, il aime que cette typologie de film-là en fait. En fait, il lui faut des stars, il lui faut une comédie qui soit écrite comme ça. Et que des livres ont un budget marketing, voilà, à savoir que le coût du public serait achetable. Et en fait, c'est déjà un peu méprisant, je trouve. C'est hyper méprisant. Un peu méprisant au droit du public, pour de vrai. Et c'est, là encore, je dis, c'est faire du mal à la diversité, faire du mal. C'est vraiment nivelé par le bas, en fait, l'esprit critique, le regard sur le monde, etc. etc. Et en fait, en réalité, nous, on en fait l'expérience toute l'année, en fait, dans l'accompagnement des films à la CID. Quand il y a de l'espace, quand il y a de l'accompagnement, quand il y a etc., le public, il est au rendez-vous, en fait, en réalité. Mais il faut que cet espace, il existe. Et c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un discours qui est... je sais pas, peut-être que le terme est un peu excessif, mais que moi je qualifie de mensonger en fait à l'endroit du public. C'est un peu comme cette idée de les gens à la télé regardent que tel ou tel type de programme. C'est pas vrai, c'est juste une affaire de quelle campagne, quel accompagnement médiatique, et puis quel choix en fait aussi, tout simplement. On fait pas mal d'interventions avec les scolaires ou notamment des lycéens, par exemple, notamment des lycéens en économie, etc., à la CID. Et moi, je leur dis toujours, la question, c'est en fait, c'est un peu comme sur le bio dans l'assiette, comment tels éléments arrivent dans notre assiette. Quel est le parcours et le chemin qui fait qu'il y a des éléments qui arrivent dans les assiettes et d'autres qui n'y arrivent plus? C'est un peu la même question sur les films. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, il y a des films qui arrivent sur les écrans et qu'est-ce qui fait que certains films n'arrivent plus sur les écrans?
C'est vraiment ça, nous, la question à laquelle on essaie de sensibiliser le public, d'être disponible, d'échanger vraiment. Moi, pendant longtemps, j'étais assez présente sur Twitter. Bon, j'ai quitté Twitter, voilà, X maintenant. Mais c'était en fait ces questions-là, c'est comment on fait de la pédagogie là-dessus. Qu'est-ce qui fait que certains films n'arrivent pas sur les écrans? En fait, c'est une vraie question. Mais le premier, nous, on va le défendre, on va se battre pour. Mais les premiers concernés, c'est le public. Et nous, on n'a jamais de cesse de dire, vous voulez voir un film? En fait, vous en avez entendu parler, par exemple, dans Libé, dans Télérama, et en fait, le film, il sort sur 20 copies et pas dans votre ville. Allez frapper à la cabine de projection ou à la cabine de caisse de votre cinéma, dire j'aimerais bien voir tel film. Les exploitants, ils sont preneurs de ça. Et en fait, en général, il faut d'accord, et en général, ils trouvent de la place. Il ne faut pas hésiter en tant que public à se sentir investi, de dire en fait, on a envie de voir tel film dans le cinéma du coin, par exemple. Vraiment, ça, c'est quelque chose, il faut se sentir très libre par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à déconstruire sur le cinéma, mais il ne faut pas hésiter à se dire qu'au cœur de tout, il y a les publics. Pour tout le monde, vraiment. On a tout ça en commun et à cœur. Et en fait, les replacer au centre, mais aussi se dire que eux, quand ils peuvent, en fait, vraiment, qu'ils n'hésitent pas à manifester, à se mobiliser. En fait, c'est hyper important. Et pour le coup, vu les logiques, on va dire, mondiales, à l'œuvre, etc., parce qu'on parlait de Pathé, ce qui se joue sur Pathé, c'est au-delà d'autres choses, c'est aussi la logique de quelqu'un qui rentre en bourse. Donc la technique de ce que Jérôme Sédou aussi raconte, c'est la logique de quelqu'un qui doit rassurer des investisseurs et des actionnaires. À partir du moment où l'enjeu principal de Jérôme Sédou, c'est de rassurer des actionnaires, on peut être certain que son intérêt principal, ce n'est pas celui des pénalisateurs français. C'est rarement compatible. L'intérêt des actionnaires d'une boîte privée cotée en bourse et celui du public et de l'intérêt général sont rarement les mêmes. Je me permets de dire, vraiment. Contradictoire, C'est son contradictoire. C'est comme quand Disney se prétend être le défenseur de l'intérêt des publics en pourfendant la chrono des médias. Non. Disney, ce qu'ils veulent, c'est avoir des bons quaterms pour leurs actionnaires, en fait, à tous les 3 mois, en vrai. C'est ça leur enjeu. Essayer d'avoir quelque chose qui rassure les actionnaires sur des enjeux purement capitalistiques. Ce n'est pas l'intérêt des publics. Et vraiment, c'est prendre les gens pour les idiots que le croire. Vraiment, là-dessus, il y a quelque chose à déconstruire sur lequel on n'a pas été bon dans la culture et dans le cinéma. Et on prend notre part là-dedans. Et politiquement, quand on arrive à vous soutenir, comment ça se passe vis-à-vis de la culture, du ministère de la Culture En fait, on est sur plusieurs différents. En fait, ça dépend à quel niveau on se positionne. D'un point de vue technique, oui, on peut avoir des accords, des désaccords, en fait, etc. À un moment, ils tranchent. Parfois, ça la balère tombe de notre côté, parfois, elle tombe de l'autre côté. Fair enough. Oui, c'est le jeu, ça. Donc, à ce niveau-là, ça va, quoi. C'est des choses qui sont assez habituelles. On va avoir des accords, on va avoir des désaccords, encore une fois. Bon. Tout ça fait partie, en fait, d'un équilibre global, justement. Par contre, il faut des espaces de dialogue pour qu'on parvienne à cet équilibre global. Et c'est vrai que là, pour le coup, on est comme dans une période un peu compliquée. Il y a moins d'une semaine, il y a quand même eu un amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale pour supprimer le CNC. Bon, il n'y a pas que l'extrême droite qui a voté pour. C'est-à-dire que longtemps, c'était l'extrême droite a été, on va dire, l'épouvantail dont on savait que ce n'était pas vraiment nos alliés et qui ne comprennent profondément pas ce qu'on fait, vraiment. Il y a une grande incompréhension. Là, on se rend compte que c'est un petit peu plus libère. Voilà. Après, les attaques, elles sont multiples. Hein. On voit donc vraiment comment le RN, on voit comment une partie d'une droite, je dirais pas toutes les droites, hein, vraiment, mais une partie d'une droite s'est engouffrée là-dedans. On l'a vu avec les coupes en Pays de la Loire, par exemple, et qui ne concernent pas que le cinéma ou pas que la culture, hein, sont aussi concernés d'égalité homme-femme, l'accès au sport pour tout le monde. C'est quand même tout ce qui fait corps commun dans la société qui a été concerné, et pas que la culture. Vraiment, il faut qu'on se dézoome nous-mêmes. Hein. Et à côté, il y a aussi ce qui se passe évidemment au niveau européen, à savoir qu'il pourrait y avoir une remise en cause de la question de l'exception culturelle et que le cinéma soit dans l'exception culturelle. Petit point d'alerte, évidemment collectif, puisqu'il va de soi que si le cinéma est une industrie, on voit bien tous les enjeux, c'est aussi avant tout un art. Et c'est surtout un endroit, et la ministre l'a redit, et le ministère a réaffirmé là-dessus sa position très clairement. Donc l'enjeu pour nous, il n'est pas au niveau du ministère, hein, vraiment, à savoir que le cinéma ne doit pas devenir un endroit du marché sans régulation et sans écosystème qui se régule par le CNC, par les mécanismes des aides, etc. Là-dessus, la ministre actuelle est extrêmement claire. Donc bon. Mais c'est vrai qu'on a objectivement une vraie inquiétude sur le temps, on va dire moyen-long. Il y a quand même la perspective d'une présidentielle avec la possibilité de l'extrême droite qui prenne le pouvoir. Et on sait très bien, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, alors, comme dit Pauline, il faut dézoomer et pas être complètement concentré uniquement sur notre secteur d'activité artistique. Mais d'un point de vue plus général, le cinéma en fait partie. Il y a un vrai danger et une vraie volonté, je pense, parce qu'il faut appeler un chat, de l'extrême droite de détruire, déconstruire tout ce qui a été bâti en France depuis des dizaines d'années. Je pense qu'il y a une détestation à leur endroit de la culture pour ce que ça incarne en termes de diversité, en termes d'audace, en termes de liberté, en termes de
de discours aussi politique qui est porté. Et c'est ce qu'on défend à la CID, mais là, pour le coup, on n'est vraiment pas les seuls. C'est, en général, l'art et la culture et le cinéma en général, c'est vraiment un regard sur le monde qui nous est proche comme le monde qui nous est très lointain. Et c'est complètement en opposition avec le discours politique, enfin l'idéologie de l'extrême droite, qui ne veut absolument pas de ça. Et ça passe par un démantèlement aussi de tout ce qui se raconte et de tout ce qui est interrogé dans l'expression artistique et dans le cinéma en particulier. On parle des questions d'égalité homme-femme, enfin il y a toutes ces questions-là, le cinéma, comme n'importe quelle autre expression artistique, les travaille de manière plus ou moins réussie, etc. Mais en tout cas, ça se travaille et ça se discute, quoi, pour de vrai, quoi. Et les choses sont en mouvement. Et je pense que notre risque à nous, c'est de nous retrouver avec, avec des politiciens qui prendraient le pouvoir et qui veulent tout arrêter et donc, d'une certaine manière, tout figer. Je pense que ce qui fait la force du cinéma et de l'art en général, et c'est aussi comme ça que fonctionne la CID, c'est d'être toujours en mouvement, en fait, de toujours porter sur nos propres pratiques un regard critique, de toujours interroger la manière dont on peut faire mieux, différemment. Tu vois, dans les mythologies qu'il y a sur le cinéma, il y a notamment qu'on se battrait pour nos propres salaires, que la chrono des médias financerait le cinéma, tout ça. Dans un camp confort, ouais. Exactement. Et en vrai, le seul fait que le cinéma soit la culture en général soit coupée comme le sport, l'égalité homme-femme, etc., ça dit quelque chose. Ce qu'on nous reproche, c'est pas ça. Ce qu'on nous reproche, c'est de contribuer à faire du société encore collective. Et c'est à ce titre-là qu'en fait on est coupé, et non pas pour le reste, parce qu'en fait, de fait, notre écosystème, il reverse énormément, il participe à une économie générale qui reverse beaucoup plus que lui-même, etc. Donc en fait, on est dans quelque chose de très vertueux. Le cinéma, la culture en général rapporte plus, par exemple, à la France que l'industrie automobile. Donc l'enjeu, il n'est pas économique. L'enjeu, il n'a jamais été économique. C'est pas ça. L'enjeu, il est culturel, il est social, il est social. Idéologique, quoi. Il est là. Il est qu'on contribue à quelque chose du corps collectif, de la pensée, de la structuration, d'avoir des citoyens libres, etc., et qui réfléchissent ensemble, etc., qui n'est pas tout à fait en odeur de sainteté qu'une certaine partie d'un certain échiquier politique, oui. Enfin, dans cette sélection parallèle que vous présentez du coup à Cannes, il y a un film qui s'appelle Put Your Soul on Your Hand and Walk, qui est réalisé par Sepideh Farsi, qui suit le quotidien de Fatma Assouna, une photojournaliste palestinienne, qui fut assassinée par un bombardement israélien peu de temps après avoir appris que le film d'ailleurs était sélectionné. Ce fut un choc qui a pas mal retenti dans le monde du cinéma. Est-ce que vous souhaitez dire un mot sur le film, sur comment la nouvelle a été transmise aussi, comment vous avez réagi et comment aujourd'hui vous percevez le film et tout ce qui s'est passé autour? Déjà, je vais peut-être... Ça t'embête pas, je vais dire à quel point c'est ignoble, en fait, et reprendre peut-être les faits déjà de ce qui se sont passés. On a donc annoncé la programmation de la CID des 9 films le 15 avril. Fatma Assouna a été tuée effectivement par un missile israélien. Elle vivait à Gaza. Donc le film est vraiment, c'est une rencontre entre deux femmes. L'une, donc Sepideh Farsi, la cinéaste, qui est en exil depuis qu'elle a fait de la prison en Iran, etc., depuis plus de 20 ans. Et l'autre, donc Fatma Assouna, qui est gazaoui, photographe, comme tu l'as dit, qui donc, elle n'est jamais sortie de Gaza, puisqu'on connaît la situation des Gazaouis. Et donc on a annoncé la programmation du film le 15 avril. Et le 16 avril, vers midi, Sepideh Farsi m'a appelé pour me dire qu'en fait... Fatem avait été tué par missile, que l'armée a avec toute sa famille, donc sa soeur qui était enceinte de 6 mois. C'est ignoble, vraiment. Ils se sont dit, ça va être mort dans ce tir de missile. L'armée israélienne a confirmé que c'est un tir qui les visait. Voilà, en fait, eux, ils disent évidemment un membre du Hamas. Bon. Donc, d'une part, c'est quelque chose qui est idiote, qui est un choc complet. C'est-à-dire que on a tous déjà travaillé sur des films dont les protagonistes étaient morts, par exemple. En fait, c'est des choses qui nous arrivent. C'est par exemple le cas d'un des autres films qu'on annonce, qu'on va montrer, qui est le film de Sylvain Georges. Il y a des personnes qui l'ont filmé pendant des années qui, depuis, sont décédées. Si vous voulez, on le savait, en fait, quelque part. Là, c'est cet enchaînement de situations qui est pour nous du jamais vu, ce qui, je crois, dans l'histoire des festivals est du jamais vu, et qui est évidemment d'une violence inouïe à l'image de ce qui se passe, en fait, à Gaza. Ça rappelle aussi que ce qui se passe à Gaza est incommensurable dans nos pays, par ailleurs. Je pense que c'est aussi cette déflagration qu'on a quand même pris collectivement ensemble. Nous, à notre endroit, donc on montre le film, parce que paradoxalement, même si dans l'état du monde tel qu'il va et tel qu'il est, que ce soit à Gaza ou en Ukraine, il y a 2 ans, on a montré par exemple un film polonais sur ce qui se passe en Ukraine très fort, qui s'appelait Interview. Donc la question n'est pas du militantisme du conflit, c'est vraiment sur comment des cinéastes en fait accompagnent et prennent et s'intéressent au reste du monde. Mais à cet endroit-là, nous, on a souvent tendance à dire qu'on ne fait que montrer des films. On n'est pas chirurgien cardiaque, on n'est pas sauveteur, on n'est pas tout ça. Et là, paradoxalement, montrer un film n'a jamais été aussi important pour nous.
C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à quelque chose qu'il y a une personne qui est morte après le fait qu'on a annoncé qu'on allait montrer ce film. On est dans quelque chose vraiment qui fait que montrer un film n'a jamais été aussi porteur de sens. Et en même temps, ce n'est jamais qu'un film, mais en même temps, ce film est désormais quelque chose qui nous dépasse tous. Ce drame a eu un écho international assez retentissant par ailleurs. Donc on voit une chaîne de solidarité se mettre en place, qui a commencé avec le Festival de Cannes, hein, l'officiel. Donc on parlait des 4 sections, mais elle a fait un communiqué de soutien qui est vraiment une façon de dire leur solidarité à l'égard de Sépidé Farsi, à l'égard des Gazaouis et à notre égard, à la CID. La semaine de la critique aussi à embranché l'a fait également dans les actions parallèles. On discute avec d'autres festivals. Voilà, on sent quand même qu'il y a un choc collectif qui est pris à la hauteur de ça. Mais c'est toujours compliqué pour nous d'en parler parce qu'on est encore dans le process, y compris, donc on a beaucoup parlé de la diffusion des films, comment montrer le film. C'est-à-dire que IDR fait partie du comité de programmation, évidemment. Nous avons vu un film, c'est une rencontre entre 2 femmes qui parlaient l'une qui parle de son exil, l'autre d'un exil potentiel, peut-être. On a signé des papiers pour que Fatem puisse sortir de Gaza pour présenter le film à Cannes, en fait. Donc moi, j'ai fait tout ça avant sa mort. Évidemment, le film n'a pas changé. Et ce n'est plus le même film qui va être découvert en salle. C'est plus le même film qui va être montré à Cannes. Sans qu'un seul plan change, tout a changé en fait dans le film. Et puis surtout, bon voilà, la manière dont elle montre, ce qui se passe à Gaza depuis tant de temps, tout le monde est dedans. Je veux dire, quand je dis tout le monde, c'est les 14 cinéastes qui ont programmé le film, mais aussi toute l'équipe de la CID. Parce que quand on discute le film, toute l'équipe est avec nous, voit les films tous ensemble. Et je pense qu'il y a un truc, alors en tout cas, moi je sais pas, mais je l'ai vécu comme ça parce qu'on en a un peu parlé. Ça me paraît bizarre de dire ça, mais en fait, tout à coup, on s'est presque un peu posé la question de savoir, et enfin, je le dis parce que c'est quand même un truc un peu paraître bizarre, mais on s'est quand même presque un peu senti un peu coupable. Enfin, c'est un truc, en tout cas, moi je le dis, je me suis vraiment posé la question de vraiment me dire, mais attends, mais merde, en fait, est-ce que c'est pas un peu de notre faute, quoi, tout à coup? Et voilà. Et c'est un peu, ça peut paraître bizarre de dire ça. Et je dis pas ça du tout pour nous accabler. C'est pas nous qui vivons le drame, etc., etc. Mais on se retrouve aussi dans cette situation-là, c'est-à-dire De se demander si l'hypermédiatisation que nous avons mis sur le film a contribué voilà. à accélérer quelque chose. À la fois, nous ne faisons que montrer des films. Et en fait, montrer des films, c'est devenu une question de vie ou de mort. C'est pas rien. Voilà, il y aura une exposition de photos qui va avoir lieu, des photos donc de Fatem, hein, vraiment, qui était photojournaliste. Enfin, ces photos sont magnifiques. Elle a été assez suivie, assez identifiée, probablement déjà très identifiée par Israël, par ailleurs. Enfin, par le gouvernement israélien, évidemment. Donc, il y aura une expo de photos à Cannes. Elle va tourner un petit peu dans le monde. On est en train de construire tout ça. On a été rejoint à bord, parce que c'est un film qui n'avait pas de distributeur, pas de vendeur inter. Donc, on a été rejoint par l'équipe de New Story en distribution. Par l'équipe de Cercamon en vente inter, ce qui est bien parce que du coup voilà, on sent qu'il y a de la demande, il y a des exploitants qui nous demandaient déjà dès à présent pour organiser des avant-premières, il y a une envie de voir le film qui est importante, à laquelle il faut répondre. Vraiment, il est important que le film soit vu parce qu'à ce stade on en parle, tout le monde nous parle de ce film, nous en parlons beaucoup. Il n'a pas été vu le film. C'est-à-dire qu'en fait là on l'a montré en projo presse pour la première fois il y a moins d'une semaine, mais en fait personne ne l'a vu le film. Et y compris il y a quelque chose dans le film qui est à la fois bouleversant, c'est le personnage. C'est Fatem elle-même qui est d'une lumière, d'une générosité, d'un espoir pour le Proche-Orient et pour Gaza qu'elle porte, qui est bouleversant. Et c'est là qu'en fait il y a quelque chose qui est... Moi, j'ai toujours pas revu le film depuis la mort de Fatem. Voilà, il y a quelque chose, donc il va falloir qu'on... Je pense peut-être tout ça, c'est tout ça. Il y a quelque chose d'un état de choc en fait qui est réel, qui est sincère. Mais en même temps, notre métier, voilà, c'est de montrer des films, c'est de les accompagner. Et ben on va le faire très fièrement, mais parce que vraiment, encore une fois, ce à quoi Sépidé Farsi nous donne accès dans ce film, c'est très fort. C'est la fragilité de la parole, c'est une rencontre entre 2 femmes qui sont toutes les 2 issues de pays en fait, qui ont été en guerre ou en guerre civile à certains moments, etc. Donc que ce soit l'Iran, que ce soit Gaza, enfin la Palestine, évidemment, c'est tout ça, vraiment. Mais le film sur la question du dialogue, tout est sur la table, comme un dialogue entre elles, du positionnement de ce que chacune pense. En fait, vraiment, Sépidé Farsi n'évite rien. Elle n'a rien recoupé depuis. Et puis il y a aussi cette idée de qu'est-ce que peut justement fabriquer, qu'est-ce que pas fabriquer les images, je veux dire, de positif justement. Et par ailleurs, c'est qu'à la fois ce film, donc on a un peu parfois, ça se voit, je pense, par rapport au rythme de l'interview, on a parfois un peu les mots courts pour en parler depuis la mort de Fatem. Et paradoxalement, le film, ce qui est au cœur du film et donc, qui avait beaucoup été débattu au comité de programmation, c'est que c'est un très grand film sur l'impuissance des mots. C'est-à-dire que Sépidé Farsi, quand elle parle à Fatem, elle se filme beaucoup en train de lui parler. Fatem est à Gaza. Et elle lui dit « Ah, mais toi, comment ça va ?» Et on sent qu'elle ne sait pas vraiment de quoi lui parler. Parce que de quoi on parle à quelqu'un qui est dans un pays en guerre? À quoi on parle de quelqu'un qui dit « Ben, là, c'était à la maison de ma grand-mère, la bombe, elle est tombée dessus. » À part de toi, comment ça va? Et qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Ah, bon, tu n'as pas mangé. Enfin,
de quoi on parle. Et le film est aussi très fort sur cette impuissance de la parole, cette impuissance des mots. Donc nous, on a toujours un peu les jambes coupées, quoi, mais on va retrouver et nos jambes et nos mots pour l'accompagner. C'est vraiment très important, évidemment. Mais le film est là-dessus, et sur notre propre impuissance à nous. Sylvie Farcy, elle se montre elle-même en exil. En plus, elle accompagne son film précédent partout dans le monde. Au moment, à partir du 7 octobre, elle le dit dans le film, en fait. Le film commence au 7 octobre, et 2023, évidemment. Et en fait, elle se montre elle-même dans son exil, qui est un peu le nôtre, là, quand on est en train de parler dans cet appartement, tout en étant tétanisé de ce qui se passe à Gaza, on est quand même complètement impuissant. Et le film est exactement là-dessus. Et on a été rattrapé par quelque chose qui est vertigineux, qui est ignoble. On sait qu'en plus, depuis 2 mois, ce qui se passe à Gaza dépasse encore juste la question des bombes, vraiment avec la non-entrée des aides alimentaires, etc. Voilà. Mais le film est exactement, précisément là-dessus. Et c'est ce qui est en fait vertigineux pour nous actuellement. Et ça contribue, je pense, aussi un petit peu au choc collectif, quoi. Bien sûr. Et puis elle avait 25 ans. elle avait 25 ans, puis non. Elle devait se marier le lendemain de sa mort. Enfin, c'est ignoble. C'est ignoble. Et puis il y avait aussi, et puis elle avait laissé un texte posthume. Elle était poète. Elle était poète, et elle avait laissé un texte où elle disait que si elle devait mourir, elle voulait pas que sa mort Soit un nombre parmi les autres. soit un nombre parmi les autres, et elle voulait que sa mort, qu'il y ait du bruit, qu'il y ait quelque chose de retentissant au moment de sa mort. Et donc on doit aussi, nous, en tout cas, on veut aussi honorer son désir, enfin tout simplement son désir testamentaire. Bah, merci beaucoup Pauline et Idir, c'était très intéressant. Est-ce que vous voulez dire quelque chose de spécial pour clore cet entretien? Oui, puis on peut. Parce que là, on a parlé du film de Sylvie Farcy, mais on peut dire qu'il y a un 9 film films qui au sort. total. Ah oui, mais il y a un film qui sort le jour où nous réalisons cette interview, qui s'appelle Soudan, souviens-toi, par exemple, qui est un film de Int Medel, qui est extrêmement beau sur ce qui est justement le Soudan, parce qu'il n'y a pas que la Palestine, l'Ukraine, il y a aussi le Soudan. Ce qui s'y passe, qui est révolution, comment la société civile, en fait, a structuré la parole. On pourrait parler de Moi, ma mère et les autres, un film argentin qui aussi est en salle. Et juste dire aux gens, si ça les intéresse, que la meilleure façon de découvrir l'acide, c'est de voir des films. Et vraiment. Et nous, ça reste à jamais notre credo, vraiment. Que vous les aimiez ou pas, on sera un tour aussi sympa avec quelqu'un qui l'aime ou pas le film, on trouve toujours ça passionnant. Et puis il faut nous suivre sur Insta et Facebook. Non, c'est vrai, c'est important. Sur Insta. Surtout sur Insta. Alors, il faut nous suivre sur Insta, l'Acide. Non, mais c'est vrai, parce que là, on a beaucoup parlé de nos films cannois, mais il faut se rappeler que l'Acide soutient une quinzaine de films tous les ans. Et il n'y a pas que les 9 films qu'on montre à Cannes, il y a aussi tous les autres films. On n'était pas à Ouais, Cannes, voilà. Soudan, souviens. On soutient aussi beaucoup de films qui ont des distributeurs et qu'on accompagne de la même manière qu'on accompagne nos 9 films cannois. Voilà. Et donc, on l'a dit, on a parlé de jeunes ambassadeurs, mais s'il y a des jeunes qui ont été intéressés dans tout ce qu'on a raconté, qui ont envie de nous rejoindre, c'est sur le site.